rencontrer les gens qui habitent le territoire et qui ne sont pas forcément initiés au design. Et nous, ça nous permet aussi de rester les pieds sur terre quand on dessine un produit, de ne pas être en décalage en fait avec ce que les gens pourraient vouloir. On produit aussi beaucoup nous-mêmes. Donc voilà, on a un studio qui est à Roubaix, dans lequel on va plutôt présenter nos produits, mais aussi travailler sur les concepts, donc un bureau d'études en fait, et un atelier qui se situe à Douai, où là on va aller dans la production, puisqu'on aime bien tous les deux fabriquer, aller jusqu'au bout des choses, que ce soit le produit, jusqu'à l'aménagement, monter. On aime bien dessiner une scénographie, mais aller la monter sur place, aller jusqu'au bout du projet. Donc, on a eu l'occasion de faire plusieurs agencements pour des commerces, pour des boutiques, et notamment grâce au programme Design In, qui a été initié par Lille Design et Design Région Autriche et Mons Design aussi. Et donc, voilà, donc en fait, l'idée de ce programme, c'est de proposer aux commerces de travailler avec un designer pour améliorer leur boutique. Donc, on en a fait quelques-unes à Mons et à Tournai. Et généralement, comment ça se passe? Eh bien, c'est d'abord une rencontre donc avec le commerçant. On vient sur place, on va essayer de comprendre la demande du commerçant, ses envies, un petit peu ses goûts, et puis aussi bien sûr l'univers de la boutique. On va recueillir en fait un max d'informations et ensuite on va partir en conception, c'est-à-dire qu'on va revenir au studio, on va réfléchir, on va dessiner, et après on va commencer à faire des modélisations en 3D pour proposer un projet au commerçant qui peut bien sûr donner ses annotations, et puis on revoit ensemble le projet pour qu'il soit parfaitement adapté à sa volonté. Et ensuite, généralement, une fois que tout est validé, nous, on part en fabrication. Donc là, plutôt dans l'atelier à Douai, avant de venir installer directement sur place. Donc, pourquoi le design est intéressant pour les commerçants ou pour une boutique? Tout simplement parce que le design, c'est une solution ou des solutions. En fait, le but, c'est d'apporter des solutions. Donc, quand il y a une problématique ou un brief donné par le commerçant, on va essayer d'y répondre de la manière la plus appropriée possible, avec des choses qui sont avec des curseurs hein, forcément qui varient en fonction de la volonté, mais des choses qui peuvent être pratiques, esthétiques, adaptables et innovantes. Donc, on va pouvoir vraiment jouer sur le caractère esthétique d'une boutique, sur le caractère innovant de cette boutique, ou alors sur le caractère adaptable et c'est-à-dire modulable d'une boutique, ce qui est souvent demandé, puisque forcément les agencements dans les boutiques ont tendance à évoluer et bouger régulièrement. Donc quelques exemples ici, Green Terra à Tournai. Le but était d'aménager une petite pièce supplémentaire de la boutique existante. C'est une boutique d'accessoires, de plantes et de vêtements. On est parti du concept que la pièce était basse de plafond. On s'est dit que ça pouvait être intéressant de travailler un réseau de tubes techniques qu'on a réalisé en cuivre et qu'on a volontairement oxydé. Donc on a été poser ça sur place, on a démonté, on a été oxydé et on est revenu le remonter. Et à côté de ça, on a sculpté des blocs de béton cellulaire et réalisé un banc en terrazzo. Le but était d'utiliser ces tubes pour supporter des étagères, mais aussi des tringles à rideaux, enfin des tringles à vêtements pour supporter des vêtements. Des portants. Des portants. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, par exemple, ici, j'ai mis deux images. Hein, c'est-à-dire que on voit ici le premier projet hein, qui a été monté l'été dernier, me semble. Oui. Et
Et donc, Sophie là, de Green Terra nous a rappelé cette année parce qu'elle voulait modifier son espace. Elle a ouvert une deuxième boutique et donc elle a changé ce qu'elle exposait dans cet espace et elle a voulu modifier. Donc, on est venu adapter ici une nouvelle série d'étagères qui sont venues s'installer dans l'espace. Donc, en fait, on a pu faire évoluer le design ici. Ensuite, Maison du Design, on a eu l'opportunité de réfléchir à ce projet et même de le réaliser. Donc, on était très content d'avoir été sélectionné pour ça. Ici, on ne savait pas ce qui allait être exposé, dans le sens où ça s'est amené à changer assez souvent en fonction des créateurs qui seront exposés. Donc, on a créé une série de modules assez différents sur roulettes qui peuvent bouger et une ossature sur laquelle on peut venir accrocher des choses. Et cette ossature en métal vient s'inspirer du lieu qui est vraiment atypique et très très esthétique. Et ensuite, on vient souligner le lieu par des apports de couleurs pour rappeler l'identité déjà mise en place, l'identité graphique déjà mise en place. Donc une structure en métal et des meubles en bois et blanc. Là, l'idée, c'était de faire un peu disparaître ces meubles, même si on souligne les tranches, ce qui est d'habitude un défaut qu'on essaie de cacher. On les a marqués pour, encore une fois, renforcer l'identité de Maison du Design qui utilise des filaires, des dessins en filaire. Et on s'est dit que c'était intéressant de jouer avec les tranches de meubles, les colorer, les rendre visibles plutôt que cachés. Voilà. Et c'était également pour rappeler le côté filaire et structurel de la structure métallique qui, elle, s'inspire vraiment des fenêtres du lieu, de l'architecture du lieu. Donc, pour monter ce projet, on a fait appel à 2 entreprises. On a fait appel à CFT Industrie pour la fabrication du métal et à IDP Agencement pour la fabrication des meubles. Donc, on a tout conceptualisé sur ordinateur. Et ensuite, on a travaillé en collaboration avec ces industriels qui nous ont fait un superbe travail. Et ensuite, on a tout rapatrié à Mons pour venir le monter sur place. Donc, en 2 jours. En 2 jours. On a tout installé donc, par les contours de fenêtres, la vitrine dans laquelle on a rajouté un néon bleu également. Donc, si vous avez l'occasion d'y aller, vous verrez, ça fait un effet assez intéressant. Et l'intention, c'était surtout de donner envie de l'extérieur, de créer donner de la visibilité pour les gens de l'extérieur, puisqu'en fait, le bâtiment on ne voit pas vraiment à l'intérieur quand on est à l'extérieur. Donc, on a ajouté de la couleur pour l'extérieur et qui donne des reflets lumineux à l'intérieur. Voilà, quelques images du montage et des définitions proposées. On arrive au projet de Virginie qui est fleuriste, donc, comme présenté tout à l'heure, l'Abeille Vire Vert, le magasin à Mons. Ici, c'est une mood board, donc ce qu'on lui a présenté pour lui présenter nos intentions, en fait, jouer avec un matériau principal qui est la brique alvéolaire. En fait, on trouvait intéressant le clin d'œil au pot en terre cuite. Et nous, on aime bien travailler ce matériau qui est la brique pour le côté local. Ça se marie assez bien avec les plantes, en fait. Je pense que c'est dans la mémoire collective et ça joue avec ça. Oui. Ouais, c'est aussi comme ça qu'on travaille généralement pour une première approche avec un client. C'est qu'après l'avoir rencontré, on va lui proposer une mood board, ce qu'on appelle une mood board, c'est-à-dire une planche d'intention, en ce qui concerne un univers sur lequel on voudrait travailler, accompagné d'une petite note d'intention et d'un chiffrage approximatif. Comme ça, on sait déjà un petit peu si on va dans la bonne direction. Et ensuite, on peut développer. Donc là, c'est une 3D de la version numéro 1 en fait, du projet. Oui. Donc, ce n'est pas la version finale. Mais c'est intéressant, on va pouvoir la comparer un petit peu avec ce qui vient après. Donc voilà, là, c'est les images du projet en lui-même.
à la fin du montage. Donc on a travaillé ces briques alvéolaires en structure, en piétement de table et complété par des éléments qui rappellent aussi ce milieu du fleuriste. Le fleuriste utilise beaucoup de cagettes, c'est commun à tous les fleuristes, un peu comme les coiffeurs utilisent des jeux de mots pour leur nom, les fleuristes utilisent les cagettes. Et donc on a travaillé, enfin on a proposé d'autres types de boîtes, de cages en, en contreplaqué, plus neutres, et en fait on vient jouer avec ces boîtes pour les assembler de différentes façons. Et contre la vitrine, on voulait aussi quelque chose de plus aéré que ce qu'il y avait avant, et en même temps proposer des étagères qui permettent de poser pas mal de choses sans couper la vue de l'extérieur vers l'intérieur. Oui, parce qu'en fait, la vitrine de ce magasin, elle est un peu surélevée par rapport à la rue. Donc, en fait, si on met des choses vraiment en bas de la vitrine, on coupe la vue et les gens ne voient plus dans le magasin. Donc, on a fait des choses très aérées qui pouvaient monter plus haut et laisser passer le regard à travers, en fait, pour voir l'intérieur du magasin. Et ici, on a notamment comme un escalier, et là, les gens peuvent le voir aussi de l'extérieur. C'est-à-dire qu'il y a une progression quand on regarde de la vitrine. On peut voir l'ensemble du magasin en voyant une multitude d'articles qui s'y présentent, enfin, du coup des fleurs. Donc là, on voit ici des images du magasin aménagé et avec les produits. Donc, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Non. Merci à vous, Tim et Arthur. Alors, vous ne nous quittez pas, hein, vous restez encore avec nous, hein, puisqu'on va accueillir maintenant Virginie, donc de l'abeille Virovert, donc qui est la commerçante dont on était en train de parler. Donc, bienvenue Virginie, et elle va, on va échanger un petit peu à 3 à 4, j'allais dire, pour voir un petit peu. Alors, Virginie, est-ce que tu peux nous présenter en 2 mots ta boutique? On a compris qu'il y avait des fleurs, donc tu peux peut-être te présenter en quelques mots. Peut-être enlever mon masque, ça sera plus sympa vu que voilà. je suis de côté de l'autre. Voilà, moi je suis fleuriste à Mons depuis un peu plus de 10 ans maintenant. Ma problématique de départ est que les meubles étaient très anciens vu que j'ai ouvert en étant très jeune et donc en ayant un budget aussi réduit et tout ce qui va avec. Donc j'avais fait comme je pouvais en ce temps-là. Et donc voilà, le nouveau magasin me correspond beaucoup mieux et aux clients aussi. Et du coup, voilà, tu as eu beaucoup de succès, hein, on peut le dire. Hein, la boutique a beaucoup de succès aussi ici à Mons. Et comment, à un moment donné, voilà, tu t'es dit, est-ce que tu avais une problématique précise ou à un moment donné, tu t'es dit, voilà, c'est nécessaire de faire quelque chose et de changer, ou il y avait vraiment une demande précise, il faut refaire le tout? Comme je l'expliquais juste avant, comme j'ai ouvert il y a 10 ans, moi j'avais 21 ans, j'étais à l'aube de mes 22 ans. J'avais un budget très très réduit, j'avais des idées particulières en tête qui étaient adaptées à ce moment-là et à ce que je pensais au moment, mais je n'avais jamais travaillé ni dans le bâtiment ni avec les meubles. Et au fur et à mesure du temps, déjà je me suis rendu compte que mon Dieu, c'était des trop gros meubles, ça prenait beaucoup trop de place, que c'était trop sombre, c'était pas accueillant et quand on commence à avoir de plus en plus de clients et que les retours sont très bons, ils sont très contents, la boutique, ils sont contents de venir, mais il manque un petit truc où ils reviennent plus facilement. Je savais que pour les 10 ans, je m'étais dit, il faut changer, il faut faire quelque chose, il faut repeindre, il faut changer les meubles et tout ce qui va avec. Et là, la maison du design est arrivée avec cette proposition et j'ai trouvé ça. Au début, j'étais un peu middle sans trop savoir comment ça se passait. Et puis, je me suis laissée séduire par ce projet et je ne regrette pas du tout. Mon Dieu, si demain on me demande, je re-signe direct parce que quel changement et les clients, c'est fou, les clients le disent à chaque fois qu'ils rentrent dans le magasin. Oh mon Dieu, qu'est-ce que vous avez bien fait. Oh mon Dieu, que c'est joli. Oh mon Dieu, que ça donne envie de revenir. Et donc, voilà, on a tout gagné. Et je remercie les designers parce que je pense que personnellement, je n'aurais jamais fait aussi bien.
Et merci pour ces beaux retours déjà pour eux aussi. Et est-ce que tu savais avant c'était quoi le design ou faire appel à des designers? Est-ce que tu imaginais voir Arthur, Tim et le travail réalisé ou tu n'avais pas du tout cette perception de ce besoin et de ce besoin sous cette forme avec des designers? Moi, j'avais pas du tout d'idée. Je pensais vraiment que le design n'était pas du tout possible pour une petite commerçante comme moi, que déjà, bah, ça coûtait très cher, que c'était souvent des projets très fous et et pas du tout. Enfin, c'est pas méchant. Je vais parler comme je le pensais au début, qu'ils n'étaient pas à l'écoute, que c'était vraiment de mettre leur projet en avant et de faire des choses comme on peut voir très minimalistes, et tout ça. Et j'étais à milieu de me douter qu'en fait non, c'était vraiment adapté et que c'était à la portée de n'importe qui si on faisait confiance. Et je crois que Et donc la première rencontre, donc elle s'est faite, voilà, on t'a parlé de Aiko, on t'a proposé, voilà, et comment s'est fait cette première rencontre? Comment tu as décidé, voilà, c'est bon, je travaille avec eux, après cette première rencontre, c'est avec eux que je continue. En fait, au départ, donc, on m'avait donné une liste de designers qui ont tous refusé le projet. Donc moi, j'étais vraiment triste parce que je me dis, mais c'est pas possible. En fait, personne ne veut travailler avec ce vieux bâtiment et tout sombre et tout ça. Et puis, en fait, on m'a redonné une autre liste et le premier nom qui est apparu, c'était Tim Defleur. Et moi, je suis très je me suis dit, mais mon Dieu, mais c'est ça, le gars, il s'appelle Defleur pour une fleuriste, c'est parfait. Je veux ce gars-là, je ne le connais ni d'Ève ni d'Adam, mais je me suis dit, ça, c'est top. Et donc, je me suis dit, je ne vais pas lui envoyer un mail, je vais lui téléphoner. Et donc, j'ai téléphoné, il m'a répondu directement. Et moi, je lui ai dit, voilà, je suis fleuriste à Mons, on m'a donné votre numéro. Je n'irai pas, si vous êtes d'accord, je n'irai chez personne. Je veux qu'on se rencontre parce que je trouve que bah, voilà, c'était un signe. Bah, donc, au départ, il n'y avait que Tim, et puis c'est devenu Aiko, et mon Dieu, quel beau duo. Voilà. Merci. Et vous, de votre côté, Aiko, comment s'est passée cette première rencontre? Est-ce que vous avez cerné tout de suite la problématique? Est-ce que c'était clair ce que Virginie voulait? Ou voilà, comment vous avez sondé un petit peu lors d'une première rencontre ce que vous pouviez faire? Ben, d'abord, merci Virginie pour tout ce que tu dis, hein, ça fait plaisir, c'est sympa. En fait, d'abord c'est par téléphone, on s'appelle, on essaie de comprendre un peu la demande, et puis Virginie nous a très vite envoyé un cahier des charges qui nous a aidé à cerner les premières problématiques, puisqu'il était assez détaillé, ce qui a d'ailleurs apparemment fait peur à d'autres designers. C'est ce que Virginie nous disait, je pense. Et donc nous, ces contraintes sont pour nous des moteurs, puisque c'est grâce à ces contraintes qu'on dessine un peu le concept. Et donc la première visite, ça permet toujours de rencontrer premièrement la personne, puisque c'est la personne qui connaît très bien son lieu. Virginie, ça fait 10 ans qu'elle est dans ce lieu, elle connaît le lieu, mais aussi les clients. Donc elle connaît toutes les contraintes liées au bâtiment et à la vente. Et ensuite, nous, on analyse, en fait, notre formation nous forme à ça, à analyser le lieu, le contexte, mais aussi les contraintes, et à répondre avec différentes solutions. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Oui, en fait, ça s'est fait assez naturellement et très simplement. On est arrivé à Mons, on est arrivé chez Virginie, et le courant est tout de suite bien passé. Oui, aussi. Oui. Donc après, on a discuté. Virginie voulait un grand comptoir. Elle avait déjà quelques idées. Elle savait ce qu'elle voulait. Et puis nous, on est venu formaliser un petit peu tout ça, et en ajoutant des petits détails, des petites idées qu'elle avait peut-être pas eues, mais grosso modo, dans les idées, c'est une collaboration. C'est une collaboration, voilà. Une collaboration. Après, nous, on formalise vraiment la chose. Et puis comme je vous dis, après, on a fait des 3D, on a revu parce que ça n'allait pas. Donc, on a changé des choses, ça évolue. On fait un jeu de ping-pong, en fait, et jusqu'à tomber sur le truc
vraiment qui correspond à tout le qui monde. correspond à tout le monde. Enfin, Voilà. qui correspond à Virginie, surtout, c'est un peu le but. Ils ont eu peur quand même quand ils sont arrivés dans le magasin, enfin dans l'ancien. Pas du tout. Est-ce que vous, dans votre démarche de designer, est-ce que vous avez adapté des choses ou les questions-réponses, on fera une séance questions-réponses après, hein, ne vous inquiétez pas. Est-ce que vous avez, vous, dans votre démarche de designer, appris des choses ou modifié des choses à votre comportement ou à vos approches ou à votre méthodologie au contact des commerçants? Parce qu'on entend bien que les commerçants sont déjà des gens qui ont une certaine expérience, hein, sur le terrain de vente, avec leurs clients, de connaissances, hein, comme Virginie qui était déjà là depuis des années. Donc, est-ce que vous, ça a changé des choses pour vous dans votre travail au quotidien que vous appliquez peut-être aussi avec d'autres types de clients? Chaque projet est une nouvelle expérience. Alors, oui, ça nous a apporté des choses. Après, nous, on a aussi, comme on expliquait dans notre présentation, une gamme de produits. Donc, en quelque sorte, on a aussi une boutique et on vend des choses, même si on n'est pas très bon pour les faire. On est plus bon pour créer des objets que pour les vendre. Bref. Donc, en fait, chaque commerçant a sa clientèle qu'elle connaît assez bien. Et après, le but de l'aménagement, c'est aussi de capter une nouvelle clientèle qu'elle ne connaît pas et que peut-être ce nouveau design va lui permettre d'acquérir. Donc, c'est au même titre que le jeu de ping-pong, on en parlait tout à l'heure. Là, c'est pareil. Je pense que nous, on apporte des choses au même titre que Virginie va nous apporter des choses. Oui, voilà, donc c'est vraiment l'échange, hein. Est-ce que, j'allais t'appeler Coraline, est-ce que Virginie, tu pourrais nous dire en quelques mots, si des commerçants nous écoutent, quels sont en résumé la plus-value que ça t'a apporté vraiment, le changement que ça a apporté à ton commerce et à tes clients, hein, tu l'as déjà un peu évoqué tout à l'heure, cette collaboration avec Tim et Arthur, tout ce que ça a changé pour toi en plus-value? Déjà, c'est d'avoir un magasin plus aéré, plus accueillant, beaucoup plus accueillant, où il y a vraiment une envie de bouger, d'aller voir dans tous les coins ce qui s'y cache. Enfin, je vois même avec les enfants, c'est très très drôle de les voir évoluer dans le magasin. Mais c'est vrai que je trouve que c'est un projet qui doit être fait parce que c'est dans l'air du temps. Et je pense que de faire confiance à des gens qui sont extérieurs au magasin, parfois pour se dire aussi, OK, tu es dedans, tu vois, mais attention, ça, tu ne le vois pas. Et pourtant, ça ne fonctionne pas parce qu'on a la tête dans notre magasin, on se dit qu'il est très bien comme ça et qu'on ne peut pas avoir une plus-value. Au final, quand le changement est effectué et les retours des clients et même les gens qui s'arrêtent devant la façade et on les voit, hein, ils regardent à travers la fenêtre et ils regardent dans tous les sens, chose qu'ils ne faisaient pas avant parce que c'était pas assez lumineux, c'était pas assez aéré et tout ça. Et donc, c'est vrai que on voit la différence parce que souvent les gens, quand ils passent devant le magasin, avant passaient et maintenant, par contre, ils rentrent dans le magasin. Eh bien, merci à vous trois. On va peut-être faire une petite séance de questions-réponses que j'ai vu une fois ou deux des messages ou des mains levées. Donc, là, à ce stade, est-ce que vous avez des questions pour Virginie par rapport à son commerce et pour Tim et Arthur d'Aiko par rapport à leur intervention sur le commerce de Virginie, mais aussi par rapport à leur intervention avec des commerces en général. Donc, vous pouvez prendre la parole si vous avez une question. Profitez, parce qu'après, on recoupe les micros, hein. Je vois qu'il y en a une déjà dans le chat. Oui, c'est Eric. Oui, Eric, bonjour. Bonsoir. Bonjour. Bonsoir. Très intéressant, effectivement, cette présentation. Moi, je suis en fait coach en retail design. Je ne sais pas si ça vous interpelle. Donc, j'accompagne les commerçants, effectivement, à développer leur commerce et à revoir leur commerce. Et en fait, j'ai toujours une approche un peu aussi, similaire, sauf que moi, je fais appel à des designers aussi. Mais c'est par rapport aux produits. Quelle est votre démarche ou votre approche par rapport aux produits? Parce qu'on parle de design, c'est bien, mais la finalité, c'est de vendre. Effectivement, que la commerçante ici ait du plaisir à être dans sa boutique, à recevoir ses clients, mais il faut qu'elle vende aussi. Donc, c'était ça ma question. Comment vous évaluez les dimensions du merchandising, enfin tout ça?
Est-ce qu'il y a un processus chez vous? Disons que ça se fait dans la période d'analyse. On va justement essayer de dresser un inventaire de ce que le commerçant vend et pourrait vendre, parce qu'il y a aussi cette question qui revient toujours de la modularité. Et si demain j'ai envie de changer telle ou telle chose, et le but c'est de rendre, de magnifier la présentation des produits. Donc en quelque sorte, on fait attention à ce que la personne vend, évidemment. Enfin, je sais pas. Donc, Ouais, généralement déjà, on fait bien attention à faire quelque chose qui n'est pas extravagant et qui va pas prendre le dessus sur ce qui est présenté. Donc ça évidemment, c'est important. On réfléchit toujours par rapport à un espace. Donc, oui, en termes de circulation. On s'inspire de l'espace aussi, donc des matériaux qui sont présents. On essaye d'adapter notre dessin par rapport à ça. Et également, oui, donc comment la personne dans la boutique va voyager, en fait, quel est son parcours, ce qu'elle va pouvoir voir, donc à quelle hauteur, etc. Donc oui, effectivement, on réfléchit quand même en termes de merchandising et comment mettre en avant les produits, en fait. Que ce soit par on pense aux hauteurs des étagères, aux hauteurs des tringles. On pense aussi aux lumières. Donc, souvent, on propose l'installation de spots lumineux également sur des rails. Voilà. Et après, généralement, les commerçants ont déjà, eux, une idée assez précise de comment mettre en avant leurs produits. Donc, il y a souvent une demande qui est assez claire. Et nous, on vient ajouter certaines choses. Après, nous, on conseille aussi quand on voit que c'est peut-être pas exactement ce qu'il faut, mais bon, généralement, je pense que les commerçants savent ce qu'ils font, quoi. Il y a, oui, après, on essaie aussi de mettre en lumière ce qui peut être intéressant. Je pense notamment Virginie nous présenter son concept de vrac, qu'on trouvait assez intéressant. Donc, on a poussé un peu ça au travers d'un module sur roulette, finalement, qui ne s'est pas fait puisque c'était un petit peu hors budget. Mais disons que il y a des choses qu'on va volontairement mettre en avant presque faire une mise en scène d'un concept. Ok. Frédéric, je vois que tu as une question aussi. En fait, je n'avais pas de question, mais c'était juste pour préciser à Eric, donc par rapport à cette question-là, il est clair qu'effectivement, la Maison du Design, dans son rôle de développement économique, met en relation effectivement un commerçant avec un designer, donc c'est ce qu'on a discuté ici, mais également à plein d'autres missions. Et effectivement, au niveau de la Maison du Design, nous accompagnons aussi, que ce soit des créateurs ou que ce soit des entreprises déjà bien implantées, dans tout ce qui est effectivement tout ce que tu expliquais, c'est-à-dire tout ce qui est merchandising, calcul de rentabilité, calcul de prix. Donc, ici, on a parlé, en fait, on voulait aujourd'hui, dans cette réunion-ci, dans ce rendez-vous du design aujourd'hui, insister sur cette collaboration entre le commerçant et le designer par la mise en relation au niveau de la maison du design. Mais il est clair que dans notre scope et dans notre business core au niveau de la maison du design, on a évidemment plein d'autres accompagnements possibles qui font partie, en fait, d'un tout. Hein. Donc, voilà, donc c'était juste pour dire qu'aujourd'hui, on avait vraiment voulu insister sur cet aspect de mise en relation de deux secteurs et qu'on pouvait vraiment trouver des superbes résultats par rapport à ça. Mais il est clair que derrière, il y a plein d'autres choses qui sont à la maison du design. Voilà, c'était juste ce que je voulais dire en 15 secondes, quoi. Pas de souci. Merci. Est-ce que vous avez d'autres questions, peut-être aussi par rapport à Virginie aussi? Non? Pas d'autres questions? Ça va, mais on peut passer, je pense que Coraline, on peut passer à la présentation de Camille. Voilà. Je reprends mon ordinateur. Du coup, on va passer à la seconde partie. Et donc là, c'est Camille Lotte, qui est directrice de UpCity, qui va prendre la parole. Donc, je lui laisse la main pour partager son PowerPoint.
Voilà, est-ce que vous voyez bien tous mon écran? Oui, ça fonctionne. Ok, parfait. Eh bien, bonsoir à tous. Donc, je vais peut-être un peu vous présenter en quelques mots UpCity pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, voilà, moi, je ne travaille pas directement dans le design. En fait, je suis la directrice du bureau d'études UpCity, qui est un bureau en fait, de consultance et qui va accompagner les pouvoirs publics et parapublics dans leur stratégie territoriale et dans dans la redynamisation et la valorisation des territoires. Donc, on a une casquette plutôt bureau d'études, scientifique, etc., à apporter des arguments et à aider les pouvoirs publics à prendre des décisions stratégiques. Mais en plus de cette casquette peut-être très, très traditionnelle et scientifique, on veut vraiment ajouter une dimension plus créative et plus participative qui s'approche vraiment du ressenti et de la participation des différents usagers dans l'ensemble de ces projets. Alors, on travaille vraiment sur trois grands objectifs en fait dans notre cœur de métier, qui est en fait le bien-être des citoyens et de la pérennité des territoires. Et bien, comme je le disais, vraiment veiller à ce que tout l'ensemble des acteurs d'un territoire soit pris en compte, qu'importe l'échelle d'intervention. Parce que, en fait, nous, finalement, on intervient aussi bien dans le cadre d'un périmètre restreint avec la réaffectation d'une friche ou d'un bâtiment, dans le cadre d'un centre-ville, d'une commune ou même d'une intercommunale ou même parfois pour la région wallonne. Tout ça toujours en se disant, OK, on veut travailler sur les éléments qui vont garantir vraiment la durabilité du territoire. Et cette durabilité, elle va passer par l'adéquation entre celui-ci et les différents usages que le territoire va générer. Le deuxième point, c'est de pouvoir vraiment amener le territoire plus loin et donc vraiment travailler sur sa valorisation. Donc pouvoir vraiment libérer son potentiel en sublimant ses forces, en découvrant justement quelles sont les opportunités qu'il va pouvoir activer, tout ça de manière coopérative. Et je dirais que le dernier point, c'est de sortir un peu du carcan des diagnostics et des rapports d'études traditionnels, mais d'aller vraiment vers les solutions et donc de pouvoir proposer des actions concrètes qui vont participer à la redynamisation et qui pourront se mettre en place à la fois à court, à moyen et à long terme. Alors, moi, je voulais aussi pouvoir à la fois vous proposer un côté peut-être plus théorique, mais qui va rappeler un peu ce contexte de redynamisation et ensuite plutôt des exemples d'utilisation du design dans le cadre de la redynamisation des centres-villes. Et donc, voilà, pour peut-être commencer finalement, pourquoi on parle de redynamisation des centres-villes? Eh bien, parce que on est dans une situation où beaucoup de centres-villes restent en souffrance et même en déclin, avec une crise Covid qui a accéléré pas mal de ces tendances. Alors évidemment, les causes sont multiples par rapport à ce déclin des centres-villes, mais pour n'en citer que quelques-uns, eh bien, on a vraiment une fermeture progressive de beaucoup d'enseignes. On a vu par exemple que le prêt-à-porter est de plus en plus touché. Il y a de plus en plus d'enseignes qui ferment certains de leurs points de vente. On a une diminution des flux et clairement le Covid n'a rien arrangé. Une évolution des tendances de consommation, une pression foncière aussi avec des coûts locatifs qui sont parfois aussi très importants dans certaines zones et qui peuvent aussi freiner l'entrepreneuriat et l'implantation de certains commerçants. Une concurrence périphérique aussi avec évidemment toujours ce déséquilibre qui peut se créer entre des commerces en périphérie et des commerces en centre-ville, et aussi une augmentation des cellules vides. Alors l'impact du Covid actuellement, il est que partiellement perceptible dans la mesure où, certes, on a vu que les flux ont pu diminuer dans pas mal de centres-villes, mais l'impact économique est encore difficile à analyser, parce qu'il y a eu des aides financières, il y a eu un moratoire sur les faillites, etc. Donc voilà, ça reste encore des questions qui devront être approfondies et qui pourront peut-être être éclaircies par la suite. Ce qu'on voit malgré tout, c'est qu'on a quand même des secteurs qui ont été particulièrement touchés, notamment la vente non alimentaire, l'horeca, les métiers de contact, les arts du spectacle, les agences de voyage, etc. Mais voilà, ça, vous n'êtes pas sans le savoir.
Ma volonté, c'était de pouvoir aussi insister sur finalement, mais alors, ok, mais face à ce déclin, qu'est-ce qui peut encourager la redynamisation et quels sont les leviers qu'on peut activer? Mais clairement, dans un centre-ville et particulièrement dans les rues commerçantes, il y a énormément d'axes différents qui vont entrer en jeu et qui font l'identité d'un centre-ville. Eh bien, il y a son histoire, il y a aussi les différents usagers. Et un centre-ville ne va pas toujours avoir les mêmes proportions d'usagers, plus de touristes, plus de commerçants, plus d'acteurs locaux, parfois plus d'habitants, mais parfois à l'inverse des centres-villes qui sont un peu désertés de leurs habitants. Donc on va avoir des usages et des pratiques qui vont aussi être différents et donc des enjeux aussi diversifiés. Et donc c'est vrai que au sein de notre bureau d'études, on travaille beaucoup sur deux aspects. Le premier, c'est un peu cette transversalité qui sont liés, qui lient en fait l'attractivité d'un lieu et l'attractivité d'un centre-ville. Et cette attractivité, elle ne dépend pas que d'une seule composante. Et donc, dire par exemple qu'un centre-ville va mal parce que le commerce va mal, c'est peut-être un peu simpliste. Et donc, de voir justement quelles sont les variables sur lesquelles on va pouvoir jouer, appuyer, redynamiser pour appuyer sur cette attractivité. Il y a le commerce, mais il y a évidemment tout ce qui concerne le tourisme, le patrimoine, mais aussi le logement. Je parlais tout à l'heure des habitants, mais un centre-ville sans habitants ne peut pas être dynamique ou difficilement. En tout cas, ça dépend de la taille de celui-ci. Et donc, de comprendre finalement toutes les imbrications et les synergies qu'il existe entre ces différentes variables. Je disais tout à l'heure qu'il y avait aussi évidemment une évolution des tendances et des modes de consommation. Et bien d'être conscient aussi de ces tendances. On a des tendances qui sont structurelles, sur lesquelles c'est parfois plus difficile de jouer, mais être conscient de celles-ci et pouvoir s'adapter à celles-ci est aussi important dans les différentes dynamiques qui sont mises en place. Donc, je n'ai pas l'occasion ici de détailler chacune d'entre elles. J'en ai juste reprise quelques-unes qui me semblent être intéressantes à prendre en compte. Voilà, dès qu'on parle d'évolution des comportements d'achat, on ne peut pas oublier ou passer à côté de l'impact de l'e-commerce qui a certes eu une influence importante sur la dynamique commerciale des points de vente physiques, mais qui a montré aussi une certaine résilience dans chez certains commerçants, notamment durant la crise Covid, qui ont réussi à s'adapter grâce à cela. Un autre point, c'est aussi l'évolution du budget des ménages, parce qu'on voit aussi que le budget des ménages, il n'a pas non plus augmenté, mais par contre, il s'est segmenté différemment. Donc, on voit qu'on a par exemple une diminution des dépenses en vêtements et chaussures, par exemple, mais à côté de ça, on a aussi une augmentation dans tout ce qui concerne la téléphonie, donc tout ce qui est abonnement, téléphone, Internet, dépenses aussi en loisirs, en resto, bon, évidemment un peu moins ces derniers mois au vu de la crise Covid, mais c'est, je pense, des tendances qui vont aussi reprendre. Et un autre élément que moi j'aime aussi beaucoup rappeler quand on nous parle du déclin des commerces en centre-ville, c'est qu'on a aussi des habitudes quotidiennes qui ont changé. Et si on prend par exemple le temps passé devant un écran qui entre 2008 était 3 heures et est passé en 2018 à 5 heures, c'est aussi quelque chose qui va impacter les comportements et donc impacter les flux dans les centres-villes. Et donc, je parlais tout à l'heure des différents facteurs. On disait, OK, on prend l'e-commerce, on prend la périphérie, etc. Mais est-ce que dans ces causes, on ne peut pas aussi rajouter peut-être d'autres acteurs qui vont impacter ces flux ne serait-ce que Netflix ou Fortnite pour les plus jeunes. Donc voilà, d'autres mutations et d'autres tendances à prendre en compte dans ces redynamisations et dans les différentes logiques à mettre en place. C'est les différentes tendances qui sont liées aussi à des générations. C'est aussi la montée en force de la silver economy et donc en fait du principe qu'on aura de plus en plus d'usagers de plus de 67 ans qui vont aussi avoir des habitudes de consommation différentes et qui vont aussi avoir aussi une répartition de leurs dépenses qui va aussi influer sur les différentes logiques économiques et urbaines.
Alors un autre élément qui est aussi de plus en plus pris en compte et c'est normal, eh bien c'est tout ce qui concerne l'expérience client. On voit qu'en fait on est de plus en plus dans une recherche d'expérience de la part des usagers et à tel point qu'il y a des commerçants qui ne vendent même plus et qui ne sont presque plus que des vitrines. Donc c'est dire à quel point ça a pris une toute autre dimension. Ça veut dire aussi que cette expérience client, elle doit être travaillée. Et pour la travailler, et c'était intéressant d'entendre justement Virginie tout à l'heure, mais on a souvent besoin d'aide pour avoir un autre point de vue, pour pouvoir aussi se mettre à la place de certains usagers. Et ici, je prenais l'exemple de beaucoup de commerces qui maintenant choisissent aussi l'hybridation et donc de proposer en fait plusieurs types de secteurs au sein d'un même commerce pour être peut-être plus résilient face à des situations de crise, mais pour pouvoir aussi proposer une expérience différente. Donc on voit par exemple ici une laverie qui propose en même temps de l'Horeca, un coiffeur barbier qui va proposer en même temps de l'équipement de la personne, ou une halte garderie qui va proposer aussi un espace tea room. Donc on est vraiment sur un côté très expérientiel, mais aussi et surtout aussi de plus en plus un côté presque très instagrammable qui fait partie des expériences clients proposées. Alors on voit aussi une montée en puissance de tout cet aspect durable, local, éthique, et donc avec une population qui est de plus en plus sensible à ça. Alors certes, ça ne concerne pas l'ensemble des usagers, mais on voit qu'on a aussi une masse de clientèle qui est de plus en plus intéressée par ce type de commerce et qui a aussi un comportement sensiblement différent en termes de déplacement, en termes de budget et en termes de sélection aussi de produits. Un autre point que je pensais aussi important dans cette redynamisation, c'est l'importance de la mixité fonctionnelle. Donc actuellement, les développeurs qui proposent des projets, qui demandent des permis auprès des autorités, ont de moins en moins de chances de voir leur projet accepté s'il est monofonctionnel. Et donc typiquement des mètres carrés de bureaux ou juste du commerce, etc., ça passe de moins en moins facilement. On est vraiment plutôt sur une mixité et de pouvoir en fait condenser les différentes fonctions urbaines au sein d'un même projet. Ça permet aussi davantage de résilience, un peu dans le même cas que les commerces hybrides, mais ça permet de davantage prioriser aussi la mixité sociale et fonctionnelle, la différente accessibilité des services qui est de plus en plus prise en compte au sein de ces projets. Et alors, un dernier point que je pense qui est aussi important, c'est tout l'aspect marketing territorial qui est aussi de plus en plus abordé par les autorités, qui permet en fait à la fois de mobiliser ce sentiment d'appartenance, cette identité des territoires et qui se conceptualise beaucoup en centre-ville. Et donc là, il y a aussi un vrai levier d'action à ce niveau-là. Et c'est vraiment l'appropriation en fait d'un territoire par ses usagers, et ça concerne aussi bien les citoyens que les commerçants, que les différents acteurs économiques. Ça parle en fait du territoire de manière générale, mais ça parle aussi des différents espaces publics qui vont permettre une réappropriation de l'espace, soit via des événements éphémères ou des installations éphémères, ou soit via différents appels visuels qui vont permettre en fait de créer un souvenir ou un sentiment positif et qui va aussi permettre de redynamiser ou de renflouer certains flux. Donc on est vraiment sur cette importance de la mobilisation de l'ensemble des acteurs et usagers qui est pour nous en fait un élément essentiel et qui du coup nous rapproche aussi fortement des designers et de cette importance de pouvoir avoir une approche qui est vraiment bottom-up dans les différentes analyses, mais dans les différentes actions qui sont proposées, de rappeler que un centre-ville, il y a une administration publique, certes, mais il y a aussi des infrastructures, il y a des citoyens, des commerçants, des entreprises, des lieux culturels et artistiques, et que c'est important de pouvoir mobiliser l'ensemble de ceux-ci dans les différentes dynamiques, parce qu'un projet de redynamisation ne peut voir le jour qu'à condition de pouvoir mobiliser l'ensemble de ceux-ci, et que finalement, cette dynamique, elle soit étalée sur l'ensemble de ces acteurs, quoi.
Et donc, bah, vous allez me dire, ok, c'est super, elle nous parle de tout ça, mais quand intervient le design? Et voilà, là, je voulais plutôt essayer de vous présenter eh bien peut-être plusieurs variables du rôle du design, en tout cas, moi, dans le cadre de mon travail et dans le cadre du travail du bureau d'études UpCity. Parce que c'est vrai que, et je pense que ça, c'est en lien directement avec ce qui vient d'être présenté précédemment, on pense souvent au design au service de la redynamisation commerciale et donc vraiment là à l'intérieur des commerces, donc à la fois pour améliorer l'expérience client, pour pouvoir aussi s'adapter à certaines mesures, vraiment repenser la configuration, les faire gagner en attractivité, vendre plus évidemment, gagner en résilience. Je pense que ça c'est important. On voit à quel point aussi il y a un vrai rôle de sensibilisation à la fois des pouvoirs publics mais à la fois aussi des commerçants sur le rôle que ça peut avoir pour leur commerce et donc les convaincre de l'intérêt de cette démarche qui semble souvent pour eux très inaccessible et ils ont souvent je ne dirais pas une mauvaise image du design, mais en tout cas une image peut-être tronquée ou qui ne pourrait pas s'adapter en fait à leur concept de vente. Or, c'est complètement faux. Donc, je pense qu'il y a aussi un travail de sensibilisation qui doit avoir lieu. Mais c'est vrai que nous, à l'échelle d'UpCity, on travaille aussi beaucoup sur le design, mais alors là, vraiment au service de la revitalisation des centres-villes. Donc là, on sort du commerce et on va vraiment travailler sur en quoi le design va permettre de redynamiser certaines rues commerçantes. Ce qui est intéressant dans cette démarche, c'est que pendant très longtemps, on s'est toujours dit que l'espace urbain, l'aménagement de celui-ci, c'était vraiment l'affaire des architectes et des urbanistes. Et c'est seulement que depuis quelques années aussi qu'on se dit, ok, non, en fait, les designers ou certains types de bureaux vont pouvoir apporter une nouvelle approche et un nouveau point de vue. Et ce point de vue va vraiment pouvoir aussi être basé sur les différents usagers de celui-ci. Et c'est très complémentaire. Donc, l'un ne remplace pas l'autre. Ça va juste permettre de pouvoir renforcer l'attractivité de ces lieux. Et donc, de vraiment aussi pouvoir, là, de nouveau sensibiliser, là, cette fois-ci, plutôt le pouvoir public sur le fait que le design, c'est pas juste produire des chaises branchées, quoi. Non, il y a vraiment, on va pas simplement agir sur le mobilier, on va vraiment agir sur l'expérience, sur l'ambiance, sur les flux. Et parfois proposer des actions qui sont presque invisibles, mais qui participent réellement à la redynamisation. Et c'est vrai que dans ce cadre-là, UpCity a travaillé avec la Maison du Design dans le cadre du projet Design in Town, où là, on avait été mandaté avec l'agence de design de service Malahay, et donc avec Tiffen, où là, on est vraiment arrivé en amont pour répondre à une question qui était posée directement par la Maison du Design, mais en concertation aussi avec la ville de Mons, qui était de savoir comment ramener des flux dans un axe commercial du centre-ville. Donc là, c'était vraiment l'axe qui relie le piétonnier à la gare, donc tout ce qui est rue des Capucins, qui souffrait clairement d'un manque d'attractivité. Et là, nous, la question à laquelle on devait répondre, c'était de savoir comment... qu'est-ce qui peut être fait dans cette rue, quelle initiative design pourrait être proposée afin de pouvoir convaincre les gens de réemprunter cet axe commercial. Et donc nous, on est vraiment intervenu là plutôt sur l'écriture du cahier des charges qui allait pouvoir après désigner les designers qui allaient vraiment travailler concrètement sur les actions et les œuvres qui pourraient être proposées. Et on a pu justement mobiliser tout un tas d'acteurs, donc à la fois des designers, mais à la fois aussi des commerçants, la ville de Mons, mais aussi la maison de quartier, des habitants, pour qu'ils puissent tous partager leur expérience, mais aussi leurs attentes, leurs craintes, et leur montrer qu'en fait, ils participaient tous à la recherche de solutions. Et c'est d'autant plus satisfaisant quand ils ont pu tous participer et qu'ils voient concrètement le résultat dans la rue et qu'ils voient l'impact que ça peut avoir sur le flux et sur le nombre de personnes qui passent devant leur vitrine.
Donc voilà, vraiment ce rôle du design dans la redynamisation, replacer les usagers au centre des démarches de revitalisation urbaine, de replacer l'importance du design d'expérience et de convaincre les pouvoirs publics de l'intérêt de ces démarches et du rôle qu'ils ont à jouer aussi en tant qu'initiateurs de celles-ci, un peu de chef d'orchestre. De les convaincre aussi qu'ils peuvent redevenir maîtres de cette redynamisation parce qu'on est trop souvent face à des pouvoirs publics qui se disent ouais, de toute façon on ne peut pas faire grand-chose parce que d'un point de vue purement législatif, on n'a pas d'emprise, parce qu'on a des commerces de moins de 400 mètres carrés. Enfin voilà, je vous passe les détails. Et donc de leur rappeler que la redynamisation d'un centre-ville, elle ne passe pas que par des grands réaménagements urbains qui coûtent des millions. Certes, c'est une composante et donc il y a aussi cet aspect-là, mais il y a aussi des actions peut-être plus concrètes qui peuvent apporter vraiment beaucoup de bénéfices aux commerçants en eux-mêmes et qui sont très appréciées aussi de la part des commerçants qui peuvent être mises en place. Et donc, je prenais aussi encore d'autres exemples, mais ça, on voit que c'est quelque chose qui est aussi de plus en plus, qui intéresse de plus en plus les pouvoirs publics. C'est le NUTS, donc vraiment une nouvelle norme qui est vue un peu pour la ville de demain. Et c'est vraiment une tendance qui intéresse beaucoup les concepteurs d'espace public et qui permet à la fois d'influencer positivement les comportements, d'encourager normalement le partage des espaces, d'améliorer aussi la sécurité des usagers. Et qui parfois est très intéressante parce qu'elle représente aussi vraiment une action à moindre coût et qui peut quand même aussi avoir un impact sur le paysage urbain. Alors, moi, je ne suis pas là pour dire si est-ce que c'est vraiment un véritable coup de pouce ou si c'est vraiment une manipulation, mais c'est typiquement le genre de choses qui intéressent les pouvoirs publics. Et donc, moi, je pense qu'il y a aussi un vrai levier pour les designers de pouvoir aussi se positionner sur ce type de service. Un autre point qui est important dans la redynamisation, c'est les parcours clients en fait. Et donc, c'est tout ce qui est itinéraire qui vont permettre aussi de favoriser aussi les dynamiques commerciales au sein d'un centre-ville. Et là, de nouveau, où le pouvoir public va avoir un lieu, mais un rôle à jouer en partenariat avec les différents acteurs, dont les commerçants. Et donc là, on est vraiment dans une dynamique de concentration et de redensification commerciale et d'induire en fait des itinéraires qui sont presque inconscients dans les centres-villes pour pouvoir faciliter vraiment la promenade, mais la promenade shopping au sein des centres-villes. Et ici, voilà, je vous ai mis des exemples qui avaient été réalisés dans la ville de Mulhouse, qui a beaucoup investi dans la redynamisation de son centre-ville. Et eux, ils ont par exemple choisi le fil rouge. Et donc, ce fil rouge, comment il se matérialise dans ces itinéraires? En fait, ils ont choisi tous des rappels visuels de couleur rouge. Et ça se fait soit par des aménagements éphémères avec des décorations, il y en a aussi dans les vitrines des commerçants, mais il y a aussi du mobilier urbain, parfois c'est juste un poteau, parfois c'est un banc, un bac de fleurs, des petites pièces sur le sol, aussi des signalétiques qui se positionnent à différents endroits, mais ça participe aussi vraiment à la cohérence qu'on peut apporter à un centre-ville. Et alors, mon dernier exemple aussi, c'était justement le design au service des événements et du placemaking. Je parlais tout à l'heure de pouvoir créer cette expérience et un souvenir positif en rapport avec des lieux. Clairement, ça peut se faire aussi parfois de manière plus éphémère, où on va avoir des expositions artistiques, des événements saisonniers, des œuvres collectives, ou par exemple un événement qui prend aussi beaucoup d'ampleur, c'est les Parking Days. Le principe, c'est de pouvoir repenser l'espace occupé par le stationnement, en tout cas pendant un jour. Et donc, pendant un jour, c'est soit les commerçants, soit les citoyens qui vont occuper les places de parking, qui peuvent réaménager ces places de parking de manière à créer des terrasses, à pouvoir créer des petites activités, à pouvoir les décorer, etc. Et donc, c'est repenser l'espace autrement. De nouveau, là, on est dans du ponctuel, mais ça va quand même participer
eh bien, aux souvenirs et aux sentiments d'appartenance des différents usagers. Donc voilà, pour vraiment conclure, je ne veux pas être plus longue, mais voir le design comme un véritable levier d'action pour être au plus proche des besoins des usagers, parce que je pense que c'est vraiment un enjeu important dans la revitalisation des centres-villes, de pouvoir travailler sur des actions concrètes à court, moyen et long terme. Et ça, c'est vraiment aussi une nécessité pour l'opérationnalisation des actions et des différentes stratégies qui sont proposées et travaillées avec les pouvoirs publics, redonner du pouvoir à l'action publique et aux différents acteurs de terrain et vraiment pouvoir réenchanter l'expérience du centre-ville et des commerces urbains. Voilà. Merci Camille pour cette belle présentation très complète. Je vais donner la parole maintenant à notre collègue Philippe, qui est conseiller économique chez nous, et donc je l'invite à partager son écran. J'espère que ça va aller avec le micro. Oui. Oui. Est-ce que c'est bien partagé pour vous? C'est bon? Voilà, donc je vais continuer un peu ce que disait Madame Lotte en insistant un peu plus sur la mission de Maison du Design. Du point de vue design, dans le design et l'accompagnement des commerçants. Donc, Maison du Design accompagne les commerçants et les entreprises dans une démarche de choix afin de pouvoir trouver les réponses qui seront les plus pertinentes à un développement positif de leur activité par rapport à leur environnement. Ici, donc, on va parler de Mons, par exemple, même si Maison du Design ne s'arrête pas à Mons. La mission de la Maison du Design est dans le cadre de l'accompagnement et l'éclairement d'un porteur de projet tout au long des démarches de mise en œuvre de son projet avec un outil qui s'appelle par exemple la prospective design. Pour bien comprendre ici ce que signifie le mot design chez nous, je vais d'abord redonner la définition de ce qu'on donne donc le LICSID ou le CIRDIC en français, le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements. Le design, c'est une activité créatrice dont le but est de présenter les multiples facettes de la qualité des objets, des procédés, des services et des systèmes dans lesquels ils sont intégrés au cours de leur cycle de vie. C'est pourquoi le design constitue le principal facteur d'humanisation innovante des technologies et un moteur essentiel dans les échanges économiques et culturels. Le design, donc, fait bien également partie de la culture de laquelle peut découler un art de vivre. Le design couvre toute une série de disciplines, bien entendu, dont le design de produits, et ici les designs de produits, du design de communication, du design d'espace, de la signalétique, du packaging, du design de mobilier, du design management, du design de service, du design d'interface aussi, et du design thinking, qui se veut une synthèse entre la pensée analytique et la pensée intuitive. Et le design thinking fait partie d'une démarche globale appelée design collaboratif. Il s'appuie en grande partie sur un processus de co-créativité impliquant des retours de l'utilisateur final. Donc, c'est aussi ce que les précédents interlocuteurs disaient, donc c'est le dialogue avec le client. L'importance sociale, donc cruciale du design, comme défini ici, pour le développement économique, social et durable de notre société devient donc une évidence pour les partenaires d'un projet raisonné et permet de constater à quel point le design dans toutes ses spécialités permet de créer une réelle plus-value et de contribuer à l'innovation, la compétitivité et au développement socio-économique durable en tant que discipline stratégique. Au niveau des commerces, il constitue historiquement une part importante de la structure urbaine. Diverses expériences depuis les années 1990 ont démontré l'impact indéniable d'une stratégie de réflexion design, celle-ci incluant aujourd'hui la part de l'e-commerce ou la vente en ligne dans la réalisation d'un projet physique. Ici, c'est encore un extrait de Lyon Design in Shop, donc qui a vu le panier moyen et les chiffres d'affaires augmenter suite à une réflexion design sur les commerces, donc par exemple dans cette ville.
Les nouveaux points de réflexion de Maison du Design suite à la crise du Covid seront attentifs au fait que même si l'évolution des technologies ont permis un développement accéléré des méthodes de communication et des ventes en ligne, l'humain reste cependant un être social et physique avec des besoins matériels, des besoins de contact et des besoins de mouvement. C'est en profitant de cette expérience historique que des entrepreneurs permettront au lieu de commerce de repenser et proposer des services nouveaux générateurs d'émotions positives. Donc l'expérience, on peut retrouver le design d'expérience aussi, cet aspect faisant partie de l'adaptabilité des lieux et de leur contenu, que ces lieux soient des lieux commerciaux ou des lieux de travail. En limitant l'obsolescence et en adoptant une démarche tendant vers le durable, les lieux et leur contenu, conçus dès le départ de manière évolutive, capables d'absorber des changements importants comme nous venons de le vivre ici avec la crise du Covid, de modifier leur configuration de façon inhérente, les enseignes augmenteront ainsi la durée de vie de leur concept et en limiteront la traditionnelle obsolescence qui était entre 5 et 7 ans. Donc les concepts commerciaux de demain devront aussi incarner un besoin de plus d'authenticité, de responsabilité, de solidarité et de durabilité. Ils seront également préférablement éco-conçus, proposeront des services solidaires et une offre locale et communautaire. L'autorisation d'exister, qui s'appelle aussi la license to operate, de l'entreprise de demain va dépendre de sa capacité à trouver un modèle d'affaires compatible avec des ressources finies de la planète. Évidemment, on est dans le modèle des ressources infinies. Comment se passe donc un programme d'accompagnement type de Maison du Design? Eh bien, l'intervention de la Maison du Design porte d'abord sur un diagnostic design avec le prospect ou le commerce afin d'établir un positionnement pour le projet en cours sur base de la méthodologie qui s'appelle une prospective design, ceci avec une analyse multicritère, donc qui va comprendre des choses comme ce que vous voyez ici, donc une étude du positionnement de l'entreprise, donc vous voyez ici une petite étoile sur la gauche avec la position actuelle de l'entreprise par rapport à la position qu'elle souhaite occuper à la fin de l'analyse. Si on voit différents pôles qui sont pris en compte. On va avoir une approche budgétaire des projets. On va reprendre des synthèses des analyses que nous allons faire avec les commerçants ou l'entreprise qui souhaite faire une analyse, l'analyse de la problématique, et aussi une vision sur l'environnement concurrentiel de l'entreprise qui souhaite passer à une analyse design, une analyse des univers connexes des entreprises, ça fait rapidement vu, et un positionnement design, donc ici, dans ce cas-ci, c'est une consommation éthique, solidarité, autonomie, partage, ouverture, formation. Tout cela se fait à chaque fois avec des rencontres avec l'entreprise et les clients potentiels de l'entreprise, ainsi que des invités à Maison du Design. Et ensuite, des séances d'idéation. Donc, l'idéation, c'est le processus créatif de production, développement et communication de nouvelles idées. Le terme idée signifie ici un élément de base de la pensée qui peut être aussi bien sensoriel ou concret qu'abstrait. On fait ensuite un classement des idées, différents types d'idées. On crée des tableaux selon les types d'idées avec des brainstorming qui peuvent être développés avec les entreprises. Et on réalise également ce qui s'appelle un parcours client. On va pouvoir se mettre à la place du client, refaire des séances d'idéation, de brainstorming pour développer ce parcours client pour arriver à une conclusion finale qui est un design mix de l'analyse que nous réalisons sur l'entreprise. En gros, ce que nous faisons, donc si vous voulez d'autres informations, donc la Maison du Design est à votre disposition pour ça. Alors, merci Philippe pour cette présentation. Je vais vous repartager mon écran. Je vais passer sur une toute petite présentation du projet Design In, dont vous avez déjà entendu parler en fait à plusieurs reprises. J'attends que ça charge. Et ensuite, on passera à une petite session de questions-réponses avant de clôturer cette présentation. Donc, en fait, le projet Design In, c'est un projet Interreg qui est transfrontalier et qui a pour but
de maximiser l'attractivité des centres-villes grâce au design. Donc, il y a 4 villes qui participent au projet. Il y a la ville de Tournai, de Lille, de Courtrai et de Mons. Et le projet Design In, en fait, comporte 3 sous-projets, on va dire ça comme ça. Donc, il y a le projet Design In Shop, le projet Design In Town, dont Camille vient de parler, en fait, et le projet Pop In Store. Alors, le projet Design In Shop, c'est ce dont on a parlé au tout début, en fait, avec Aiko et Virginie. Le but est de dynamiser le commerce par le design. Si vous êtes commerçant à Mons ou à Tournai et que vous souhaitez aménager votre commerce, le Design In Shop peut vous aider et soutient votre projet, par exemple en vous mettant en relation ou en contact avec des designers professionnels. Donc, c'est vraiment ce qui s'est passé avec Virginie et Aiko. Et vous propose également une aide financière de 5 000 € sur le montant global de l'intervention du designer. Concernant Pop In Store, l'idée est en fait de permettre à des designers de tester des espaces de vente dans les 4 villes participantes. Ce sont des espaces de vente qui sont généralement temporaires et qui peuvent se traduire donc de différentes manières, telles que par exemple un corner shop. Donc un designer peut intégrer un espace de vente chez un commerçant qui existe déjà, ou intégrer un pop-up store. Et à Lille, il y a également la possibilité d'intégrer un marché de créateurs. Si vous avez des questions sur le projet Design In, si vous êtes commerçant et que vous souhaitez intégrer Design In Shop, ou si vous êtes designer et que vous souhaitez intégrer Pop In Store, n'hésitez pas à contacter mes 2 collègues qui s'occupent de ce projet-là. Donc, il s'agit de Émilie et de Corentine, et vous retrouvez toutes leurs coordonnées sur notre site internet. Voilà, donc on va passer à la petite session de questions-réponses pour Philippe, Camille et éventuellement moi, si vous avez des questions sur Design In. Et je crois que Corentine est également en ligne, donc elle pourra répondre à des questions plus précises sur Design In si besoin. Donc je vous laisse réactiver votre micro et prendre la parole si vous avez des questions. Alors, je ne vois personne qui réactive son micro. J'attends encore 2 petites secondes. Et sinon, non, je ne vois personne qui réactive son micro. Donc, voilà, si vous n'avez pas de questions, j'espère que ça vous a plu. Et on va laisser la parole à Frédéric, donc, qui est le directeur de Maison du Design et de Progress pour le petit mot de clôture. Voilà, merci Coraline. Donc voilà, beaucoup de choses intéressantes ce soir, je pense. On ne t'entend pas, Frédéric, ton micro. Moi, je l'entends. Moi, logiquement, mon micro est désactivé. C'est bon, on t'entend. Ah, ok. Voilà, donc je disais beaucoup de choses intéressantes. J'imagine que vous êtes tous d'accord avec moi, puisqu'on a quand même parcouru pas mal des activités de Maison du Design, en tout cas par rapport à ce projet de Design In Town, donc avec les commerçants et avec la ville. Et donc, je vais remercier Tim, Arthur, Virginie, Camille, Samira et Philippe pour leurs interventions. Et merci également à Coraline pour l'organisation. Donc, j'espère que cette séance vous a permis de mieux comprendre comment le design pouvait vous aider à mettre en valeur votre commerce et les valeurs de ce concept de design thinking, comme on dit, au travers de l'expérience de Virginie et de la collaboration qu'elle a eue avec les designers. Donc maintenant, vous savez également, grâce à Camille, ce que fait UpCity. Et pour notre part, en tout cas à la Maison du Design, on a toujours une très bonne collaboration avec elle. Et donc, je vous encourage aussi, si vous en avez l'occasion ou si vous en avez le besoin, de faire appel à ses services. Et enfin, je dirais pour terminer que si vous voulez maintenant être les prochains acteurs du changement dans l'approche du design au service de l'attractivité commerciale de votre magasin, n'hésitez pas à prendre contact avec la Maison du Design.
Mes collaborateurs et moi-même nous ferons un plaisir de vous renseigner et de vous expliquer comment ça fonctionne, en sachant évidemment aussi que tout ça se fera à moindre coût, puisque comme vous l'avez compris et comme Coraline l'a expliqué sur la fin de la présentation, nous sommes soutenus financièrement pour faire ces projets-là par un projet Interreg. Voilà, je vous remercie d'avoir assisté à ce webinaire, ce premier rendez-vous du design 2021. Et comme je le disais en début de présentation, j'espère que le prochain se passera en présentiel parce que c'est quand même beaucoup plus agréable. Et en plus, à la fin de la présentation, on peut échanger entre nous et donc c'est quand même plus enrichissant. Mais voilà, comme je l'avais dit aussi au début, pour l'instant, on n'a pas trop le choix. Merci à tous. Merci.